Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle émission Territoire d'innovation avec une thématique particulière ce soir, économie guadeloupéenne, ville et territoire durable, horizon 2030. Cette émission se veut le pendant du Salon des maires qui a eu hier et aujourd'hui. Et nous allons débattre aujourd'hui sur cette belle thématique qui est, je la répète, économie guadeloupéenne, ville et territoire durable, horizon 2030. Avec moi ce soir en plateau de localité, je commencerai à ma droite, Damien Bissessa. Bonsoir, CEO de ProcessChem. C'est ça, c'est ça. Merci. Laetitia Christophe, aussi une start-up, LAE Santé. Pascal Létang, président de l'association L'Effet Papillon. Bonsoir Pascal. Jules Otto, maire de Vieux Habitants. Bonsoir Jules. Et Christophe Laurent, directeur régional Antilles-Guyane du groupe Caisse des Épaules. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va démarrer par cette thématique qui est extrêmement intéressante. Mais avant toute chose, toujours pareil, j'aime bien faire cela, un tour de table pour que chacun se présente de point de vue organisation, instance, mais surtout qu'il nous explique un petit peu ce qu'est l'axe qui va répondre à celle-ci, puisque c'est une thématique qui est extrêmement large. Je commencerai par ma droite, Damien. Mais merci. Et bonjour. Fais remonter un peu le micro. Voilà. Ça va. Et redresse-toi. Super. On t'écoute. Ok, bonjour à tous. Bissessa Damien, donc CEO de la start-up ProcessChem, docteur en chimie de l'Université de Strasbourg. La société ProcessChem consiste à accompagner les grandes entreprises et les, on va dire, petites structures sur la valorisation de la biomasse, tous les procédés de valorisation de la biomasse, donc optimiser ces procédés, donc que ce soit dans les domaines de la cosmétique, de l'environnement ou encore dans l'agroalimentaire. Il s'agit d'optimiser ces procédés, leur permettre de faire plus de rendement en utilisant la recherche et développement, une veille scientifique au niveau des molécules à fort effet thérapeutique, par exemple, de nos fleurs. Donc je vais aborder justement ce thème ce soir en essayant de montrer comment la recherche et développement peut contribuer au rayonnement du territoire aussi. Voilà. On a hâte que tu développes toute cette belle thématique. Laetitia. Merci de nous recevoir ce soir. Laetitia Christophe, CEO de la start-up l'AE Santé, qui est une application dans la e-santé qui permet de coordonner le retour à domicile des patients post-hospitalisation en mobilisant les besoins logistiques humains pour faire en sorte que cette prise en charge à domicile soit efficiente et sécurisée. Très bien, merci. Pascal. Alors moi je suis Pascal Létang, le président de l'association L'Effet Papillon. L'Effet Papillon qui est une organisation qui a été créée en 2015 pour porter les conférences TEDx Pointe-à-Pitre, diffuser des idées qui en valent la peine, donc faire rayonner notre territoire à travers le monde, mais aussi propager de bonnes idées en Guadeloupe pour faire avancer le territoire. Et depuis 2019, on a un peu réinterrogé la raison d'être de l'organisation. On est devenu d'abord un centre de formation. Et aujourd'hui, on accompagne les individus et les organisations à intégrer dans leur cœur de métier les principes de durabilité. Et l'objectif pour nous, c'est de placer le vivant au cœur des consciences pour stimuler l'envie d'agir. Voilà. Très bien. On ambitionne, enfin, on a une utopie, on ambitionne on a une ambition pour notre territoire, c'est faire reconnaître la Guadeloupe en 2040 championne du vivant. Championne du vivant. On attend que tu développes ça tout à l'heure. Voilà. J'aime bien comment dirais-je, ce slogan qui va plus loin qu'un simple slogan. Absolument. Jules. Je ne sais pas ce que je dois dire après, c'est aussi, ah non, aussi intelligent. Tu as un très beau CV, Jules. Non, mais bon. Ce soir, je suis plus là pour le compte de l'AMG avec ma casquette d'élu, mais au conseil départemental. Et surtout sur un territoire en Côte-sous-le-Vent, territoire donc avec ses difficultés de vieillissement de la population. Donc ce que porte Laetitia sur la question de connecter les professionnels de santé entre eux. L'expérience Covid nous a montré des choses qu'on a fait à Vieux Habitants avec les médecins, les 4 médecins. Donc on a un peu travaillé, mais c'est ça la question de l'innovation. L'innovation, c'est se permettre de faire des choses et d'expérimenter et de se donner le droit
de ne pas réussir ou de réussir. C'est un peu ça ma philosophie sur l'innovation. Et mon programme politique sur les habitants, beaucoup basé sur la question de se donner ce droit de tenter, d'expérimenter. Et c'est dans ce cadre-là que, actuellement, sur les habitants, donc j'ai un tiers-lieu quasiment terminé. J'ai fait en lien avec le conseil départemental. Et on est en face de la mairie, sur un espace de coworking, beaucoup plus pour les élus. Et puis, on va dire, les acteurs qui sont proches de la collectivité, mais les acteurs associatifs pour la dynamique du territoire. Merci Jules, on va développer ça tout à l'heure. On finit par toi Christophe. Bonsoir, donc Christophe Laurent, je suis le directeur régional Antilles-Guyane de la Banque des Territoires, donc c'est le groupe Caisse des Dépôts. C'est une direction de la Caisse des Dépôts et non pas une filiale, je le précise ce soir à l'écran. C'est une direction qui regroupe l'ensemble des métiers, des équipes, des hommes, des moyens au sein de la Caisse des Dépôts qui ont vocation à concourir au développement économique des territoires, donc à accompagner les porteurs de projets, accompagner les collectivités, les bailleurs sociaux, donc banque des territoires, banque parce qu'évidemment à un moment il y a besoin du levier financier des territoires parce qu'on est à proximité, hein, les équipes que je chapeaute sur Antilles-Guyane, elles sont implantées sur chaque territoire. Mais dans banque, comme je le disais, il y a financier, mais il y a aussi tout l'enjeu extra-financier et dans l'idée également de territoire, de coller au projet des territoires, c'est-à-dire que tout ça n'est pas décidé à Paris, mais vraiment en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, en l'occurrence me concernant, mais vraiment à proximité des porteurs de projets au plus près des territoires. Merci pour ces propos liminaires. Moi, je vais revenir sur la Guadeloupe championne du vivant 2040. Alors, Pascal, détaille-nous ça. Ça veut dire quoi? Quelle est l'ambition portée par ce slogan, entre parenthèses, et en quoi il répond parfaitement, je pense, à la thématique qui est la nôtre, hein, économie guadeloupéenne, ville et territoire durable, horizon 2030. On voit bien aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde, c'est qu'on a globalement atteint les limites planétaires et dans tous les domaines. Et on a la chance d'habiter un territoire qui dispose, j'ai envie de dire, de toutes les ressources qui soient, qu'elles soient naturelles ou pas, mais on a une biodiversité qui est extraordinaire. On a toutes les énergies à disposition, elles sont gratuites. On a en plus la chance, moi je l'interprète comme ça, mais on a encore la chance d'être rattaché à la France, à l'Europe, donc on a, j'ai envie de dire, quelques moyens. On a une ouverture sur le monde qui est plutôt intéressante. Alors on pourrait le qualifier comme un handicap, mais nous on considère que c'est une chance d'être territoire insulaire, voire même qu'il y a une double insularité. On a une agilité, on est intelligent. Je veux dire, on dispose de moyens mais véritables, et je pense que si on s'y met tous, on peut aller très très vite en termes de transition vers la durabilité, et on a de bonnes raisons de préserver cet atout qu'on a, quoi. Donc on peut devenir aujourd'hui, en tout cas, un territoire pilote, un territoire qui montre l'exemple, parce qu'on a cette force, cette agilité, cette intelligence et ces moyens disponibles. Territoire pilote, territoire d'expérimentation. Damien, c'est une discussion qu'on a eue très très souvent. Territoire pilote d'expérimentation, la biomasse comme étant une ressource peu exploitée, mais qui peut, par-delà cette insularité, devenir une vraie mine d'or. C'est ça, Voilà. exactement. Mais tu m'as retiré les mots de la bouche. C'est exactement ça. En parlant de biomasse, souvent on a tendance à penser aux plantes, à notre biomasse, c'est-à-dire l'économie verte qu'on vend. On a aussi l'économie bleue, donc la richesse de la mer, mais on a beaucoup plus que ça. La terre antillaise guadeloupéenne, c'est une biomasse aussi. La terre, le tuf qu'on a en grande terre, les roches volcaniques qu'on a sur la basse terre. D'ailleurs, la rivière Sens, la carrière, c'est un exemple parfait de ressources illimitées qu'on a. On a aussi tout ce qui est au niveau de l'énergie, le soleil. On a aussi des startups que j'ai vues aujourd'hui au salon qui se développent justement pour valoriser cette énergie. Donc on a beaucoup. La biomasse est très large. Elle pourrait concerner juste l'économie verte, entre guillemets, c'est-à-dire les plantes, et être déjà une valeur suffisante pour amener à faire rayonner le territoire. Alors que globalement, là, on a vraiment quelque chose d'énorme. Un exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est par exemple parler des différentes
structures ici, comme par exemple du laboratoire Carusphère qui est sur les poussières, justement, les brumes de sable. Et moi, je trouve ça extrêmement important et intéressant parce qu'on y pense beaucoup comme étant quelque chose, on doit prévenir, on doit faire de la prévention, on doit se protéger, mais c'est aussi des sels minéraux qui arrivent, qui enrichissent la terre. Ça affecte même le goût du rhum, même le goût de la canne, au même titre que les sargasses, que le gaz que ça dégage. Et donc, c'est des choses aussi qu'on pourrait utiliser. Par exemple, avec des informations faites avec des labos ici, si on savait exactement à quel moment ça arrivait, quelle est la concentration de poussière, on pourrait peut-être alimenter les terres. À ce moment-là, ce serait peut-être le moment de faire les jachères, etc., etc. Donc, on pourrait toujours utiliser ces problématiques qu'on a en ce moment au point de vue de la chimie avec des analyses. Donc là, c'est la chance aussi d'être connecté au laboratoire français parce que sur place, c'est un peu limité. Et donc, voilà, c'est des différents challenges qui peuvent vraiment être répondus et apporter une grosse plus-value pour la Guadeloupe. Et on peut prendre d'autres challenges dans d'autres domaines, dans l'énergie, dans la valorisation de la biomasse, dans les plantes, dans nos plantes à effet thérapeutique qui sont en nombreuses quantités. Voilà, donc c'est la richesse de la biomasse qui est énorme et qu'on voit sur tous les fonds, globalement. Je vais faire la transition avec ta voisine. Hein. On a parlé tout à l'heure de santé, de post-Covid. La santé s'est réinventée après une nouvelle position. Ton application et ta start-up est reconnue maintenant comme, je ne veux pas dire utilité publique, pardon, mais pas loin. Donc toi, comment tu vois cette santé, cette e-santé et surtout l'écosystème tech autour de cette santé qui doit vraiment être au plus près de la population? Aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as exprimé, la crise Covid a rebattu les cartes. Et du coup, c'est un tremplin et ça a ouvert les portes à l'innovation et à la e-santé, puisque suite à cette crise, on a pu voir les limites de notre système de santé tel qu'il est aujourd'hui. Et du coup, maintenant, les collectivités, les grands acteurs se penchent sur les portes qui sont l'innovation, le numérique, pour pouvoir améliorer et faire évoluer ce système de santé, pour pouvoir faciliter aujourd'hui le parcours de soins, pour éviter peut-être des écueils qu'on aurait eus durant la crise sanitaire. Jules, toi, l'homme de terrain, hein, puisque tu as ta casquette de maire, Côte sous le vent, quand tu entends biomasse comme étant l'or de demain, tu entends une application santé qui est en charge de mailler un territoire sur une thématique qui est extrêmement importante. Comment toi tu appréhendes ça? Comment toi tu vois ça dans le quotidien? Peut-être rebondir dans un premier temps sur la question de la e-santé et le travail donc, que fait la Laetitia me semble pertinent parce qu'en dehors il y a la crise Covid, il y a le vieillissement de la population, mais c'est aussi une expérience intéressante parce que moi je pense que ce qui est intéressant, c'est que la question de la santé aujourd'hui n'est pas simplement une problématique que l'État doit aborder d'une manière un peu verticale et régalienne, c'est aussi les collectivités. Et on a vu l'expérience, je parlais un peu de ce qu'on a fait pendant la crise Covid avec les habitants. J'ai la chance d'avoir sur ma liste un médecin. Et mon environnement aussi, il y a un environnement, on va dire, qui me donne donc des facilités pour discuter avec les 4 médecins. Parce que quels sont les professionnels qui pouvaient expliquer. Moi, je ne me positionne pas comme quelqu'un qui est pour le vaccin à bloc, mais voilà. Mais il y avait des médecins et puis il y avait une situation, quand on est un élu, c'est de protéger sa population. Donc il y avait un message à faire passer. J'ai estimé que le message que délivrait l'État n'était pas un message satisfaisant. Alors, je dis pas ça avec beaucoup de prudence. Quand on parle pour les Guadeloupéens et puis devant la télé, mes enfants voient le préfet, la rectrice et puis quelqu'un d'autre du service de l'État, l'histoire revient rapidement. Et donc j'ai estimé qu'il faut discuter avec les professionnels de santé, les médecins du territoire. Et c'est comme ça que j'ai discuté avec les 4 médecins de santé et puis on a mis en place un centre de vaccins éphémères au dispensaire. On a mobilisé les infirmières, c'était quasiment que des femmes, infirmières libérales sur le territoire. Et il y a eu cette connexion. Et cette expérience, donc après la crise Covid, ils sont restés donc connectés. Et ils travaillent effectivement la question de parcours de soins est un vrai sujet dans ces territoires ruraux où il y a besoin après avoir eu une visite médicale, mais il y a le soin qui continue avec une population âgée. Et donc, ces applications m'intéressent beaucoup. Et puis, globalement, sur la question de la biodiversité, la biomasse, je pense que c'est intéressant, mais j'ai juste
un point de vigilance sur la question de la... Côte-sous-le-Vent, c'est aussi un territoire, on va dire, vierge, qui, voilà, même si à Vieux-Habitants, on était encore dans le croissant avec la pollution de la chlordécone, donc on a cette problématique-là. Mais ce qui fait que je vois comment mon frère, souvent, le monde agricole, on parle beaucoup maintenant d'innovation d'une manière un peu très... Ça peut renvoyer comme si on en parle savamment. Mais les premières personnes qui ont toujours innové pour s'en sortir, ce sont les paysans. Et je vois comment mon père faisait la banane d'exportation, comment mon frère, il a petit à petit, pour résister, il a fait de la résilience. Et aujourd'hui, quand il met dans la Dina, dans sa voiture, pour aller sur le marché de Gourdeliane, et ce qui est intéressant, c'est que des choses qu'il ne faisait pas avant, eh bien, les fruits qu'on considérait que c'est pas... Voilà, il a développé le corps-sol, les fruits que, par exemple, souvent ça restait pour une consommation entre nous, entre la famille. Maintenant, il gagne sa vie avec. Il a développé son secteur, il s'est réorganisé, il s'est réinventé. C'est ça, comme on dit, c'est de la contrainte que naît, voilà, donc l'innovation. Il s'est réinventé, et si on va aller observer ce que font les agriculteurs, en particulier les paysans, ils sont tous les jours en train d'innover et d'inventer. Je les observe, je viens de ce monde-là. Donc je les observe, je les regarde, et c'est un vrai plaisir. Et quand tu parles de biomasse, bon, la biomasse par rapport à... Effectivement, quand on parle de biomasse, pour moi, ça m'envoie, et j'entends avec beaucoup de plaisir, et j'apprends avec toi. Quand tu dis, il n'y a pas que la partie économie verte, il y a autre chose. Mais moi, biomasse renvoie souvent pour moi à la partie... l'agriculture, voilà. Donc, et il y a là aussi un vrai potentiel. Un vrai potentiel. Donc, sur le territoire de Vieux-Habitants, c'est un peu donc la ligne directrice de ce qu'on a envie de faire, c'est éventuellement, c'est vraiment sur la question de la biodiversité, la question du développement durable, comment faire en sorte que la génération qui arrive va s'approprier le littoral, parce que nos parents n'ont pas toujours éduqués pour s'approprier ce littoral-là, donc on le développe. Et toute la partie qui est à l'intérieur, parce que Vieux-Habitants, Côte-sous-le-Vent, c'est entre mer, terre et vallée. Et c'est comment construire, donc comment innover, comment faire des choses à partir de cette situation-là. C'est ça. C'est ce que c'est de faire. Je fais le lien avec Christophe, qui a parlé de projet de territoire. Avant une question de temps, que tu nous refasses l'explication entre Caisse des dépôts, Banque des territoires, AFD et BPI France, qu'on sache très bien qui fait quoi, comment tout ça fonctionne ensemble, de un. Et de deux, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas décidé à Paris, je te cite, c'est pas décidé à Paris, c'est décidé localement. Donc ça veut dire qu'il y a une compréhension du territoire, une compréhension de ce qu'on vient de dire, biomasse, e-santé et surtout Guadeloupe championne du vivant. Comment tout cela se finance, parce que c'est bien, in fine, cette finalité qui est la plus importante. Bon, donc j'ai toute l'émission. En quelques mots, parce que voilà, il faut juste comprendre la Banque des Territoires. Elle a été créée en 2018 à l'arrivée du directeur général actuel de la Caisse des dépôts, Éric Lombard. Il a rencontré un certain nombre d'élus. Il est allé sur les territoires justement et il a retenu quelques messages. La Caisse des dépôts, c'est trop parisien. La Caisse des dépôts, ça prend trop de temps à décider. Et la Caisse des dépôts, c'est compliqué. Donc il a réorganisé, il a créé cette direction, la Banque des Territoires, où on a regroupé. Donc moi, dans ma responsabilité, j'ai des gens qui font du prêt, j'ai des gens qui font de l'investissement, j'ai des gens qui font de l'ingénierie territoriale, j'ai des gens qui accompagnent les professions juridiques, puisque l'ensemble des professions juridiques, notaires, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, sont par la loi bancarisés chez nous. Donc on a mis tout ça sous une seule tête. Donc Olivier Sichel, qui était présent cette semaine aux Antilles et tout à l'heure au Salon des maires, on a pu échanger avec lui sur ces sujets. Voilà, donc qui met à l'œuvre après deux ressources. La première ressource, c'est, j'imagine que un certain nombre d'entre vous ont un livret A. Donc cette ressource épargne populaire des Français, nous on va venir la faire travailler sur les territoires avec des financements de long terme, voire de très long terme, puisqu'on commence à prêter sur des maturités de 25 ans et on fait des prêts jusqu'à 80 ans pour financer du foncier. Voilà, donc l'épargne populaire à vue à 15 jours, on la transforme. La deuxième source de financement, c'est les fonds propres de la Caisse des dépôts. Et là, on vient investir. Je parlais à l'instant de livret A, on prête. Voilà, c'est du prêt. Et après, sur nos fonds propres, on investit sur des projets. Donc, on
on évoquera lesquels, mais sur des projets sur les énergies renouvelables, sur des projets commerciaux, sur des projets de tourisme. Et là, c'est nos fonds propres, on investit aux côtés de l'exploitant dans une structure de portage. Là, donc c'est une SCI, une SAS. Hein. La structure juridique n'est pas la finalité en soi. Mais on vient donc mettre des fonds propres au capital et on prend une participation dans la société. Voilà, ça c'est les deux grandes ressources. Et toujours sur ces fonds propres, ces deux grandes actions, sur nos fonds propres, on peut intervenir en ingénierie, ce que je disais tout à l'heure, en ingénierie territoriale, financière, en amont des projets. Souvent, je dis simplement, on préfère dépenser 20 ou 30 000 euros pour jauger un projet, challenger des fois la technologie, quand on est sur des nouvelles technologies. Je pense à des sujets aujourd'hui de déchets, autour des sujets des déchets. On voit des nouvelles technos qui sortent, on vient les challenger, on vient challenger le plan d'affaires. Nous, localement, on n'est pas non plus des professionnels des ENR, professionnels du tourisme. Donc on s'associe avec des professionnels qui viennent nous aider à valider le projet. Et voilà, je préfère avoir dépensé quelques dizaines de milliers d'euros avant de prêter quelques dizaines de millions d'euros ou investir quelques millions d'euros en fonds propres. Donc voilà la Banque des Territoires et on est présent. Pourquoi je disais aussi, on connaît les projets, on connaît les acteurs parce que voilà, on est implanté localement. Il y a des équipes sur tous les territoires et qui sont à la rencontre des porteurs de projets. Merci pour cette explication et cette clarification. Tout à l'heure, je reviens sur la question du projet en tant que tel, hein, parce que on a bien expliqué le fonctionnement de ces instances. D'abord, faire un petit point avec Pascal hein, sur le développement durable stratégique comme étant un outil, si j'ai bien compris, hein, de ce slogan, la Guadeloupe championne du vivant 2040. C'est quoi? Alors, le développement durable, c'est d'abord une compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. On vit dans un système Terre qui a ses règles et ne pas les comprendre, c'est ne pas les appliquer. Et ne pas les appliquer, ça finit par ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de scénario. C'est comme si je faisais l'analogie avec un sport collectif. Vous mettez deux équipes sur un terrain de jeu, vous leur donnez un ballon et vous leur dites à celui qui marque le plus de buts. Mais vous ne donnez pas les règles du jeu. Vous avez les limites du terrain, mais il n'y a pas de règles du jeu. D'accord? Donc on va jouer à celui qui est le plus fort, et ça va se terminer en pugilat. Et c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Or, quand on fixe les règles du jeu, et on fixe surtout les interdits, ce qu'on n'a pas le droit de faire, parce que sinon on est sanctionné, en général, ça se termine bien. Voilà, le jeu démarre, il est fait pour durer un certain temps, et à la fin du match, on compte les points. Voilà. Là, on est dans un système qui est un petit peu différent. Il n'y a pas de début de jeu, il n'y a pas de fin de jeu. D'accord ? Donc, on est dans un système qui est sans fin, mais qui, pour autant, doit respecter un certain nombre de règles. Et ces règles-là, si on ne les a pas intégrées, on ne peut pas les appliquer. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et alors, le développement durable stratégique, c'est une approche scientifique qui a été démontrée depuis plus de 30 ans. Alors ça a été développé en Suède il y a un peu plus de 30 ans. Depuis, cette méthode s'est enrichie par de nombreuses expériences. Et nous, ce qu'on a proposé ici en Guadeloupe, c'est de faire venir une spécialiste en développement durable stratégique pour accompagner des entreprises du territoire à intégrer dans leur cœur de métier ces principes de durabilité. C'était un appel à projet que vous avez fait? C'était quoi déjà? Alors, on a répondu à un appel à projet du Commissariat général au développement durable, le CGDD. On a été lauréat et ça nous a permis d'inscrire notre projet dans Territoire d'industrie, piloté par la région et Cap Excellence, l'animateur. Ensuite, on a lancé un appel à candidature d'entreprise. On a souhaité avoir une entreprise par secteur d'activité. Et là, on vient de démarrer un programme sur 1 an pour d'abord permettre à ces entreprises de comprendre ces règles du jeu. Alors, je pourrais peut-être les citer parce que c'est important si j'ai 2 petites minutes. Alors, les entreprises qui ont répondu à cet appel à projet et qui ont été retenues, ce sont les bus Carolis, société Stack. Vous avez également l'hôtel Arawak. Alors, Stack, pourquoi? Parce qu'il y a une problématique sur le transport. Voilà. Donc ça, c'était important. Le tourisme durable, on en a parlé tout à l'heure.
avec l'hôtel Arawa qui est en train de s'interroger. Mais le groupe Manioucani est aussi intéressant parce que, on parlait tout à l'heure de grand âge, ils sont aussi propriétaires d'un certain nombre d'établissements d'EHPAD. Donc ce qu'ils vont intégrer au niveau du tourisme, ils pourront aussi le mettre en application sur le grand âge. Donc c'est un groupe qui est super intéressant pour ça. Ensuite, on a, comme société, on a la Caribéenne du recyclage. Alors on parle de déchets. Voilà. On a aussi le groupe Sofiper. Sofiper, c'est le groupe Safo. C'est la grande distribution. C'est Carrefour, Millénis. Alors ça, c'est super intéressant aussi parce que c'est un acteur important. Enfin, ça fait partie des acteurs importants. Et on a aussi, dans le consortium, mis en place, je ne sais pas si vous connaissez Rachel Lollier avec Typopéi. Typopéi, tout à fait. Voilà. Donc, il fait de la transformation et c'est des produits pour enfants. Et on a on a regroupé avec elle un consortium d'agriculteurs en bio. D'accord ? Tout ça fait un tout. Donc, ça permet d'intégrer verticalement tout le process de la plantation à la transformation. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme entreprise ? Et puis, on a la société Procom, qui est à Vieux-Habitants, qui a 2 entreprises sur Jarry. Donc, on a pu, comme ça, faire un consortium avec eux. Parce que là aussi, ils ont une approche qui est super intéressante, avec de la structure métallique. Et ça, voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ce type de structure. Ce qui est bien dans ce que tu viens de dire, c'est que dans toutes les thématiques, on retrouve de la santé, hein, avec de la santé et de l'agro. Et donc, je fais la transition avec Laetitia. Sous cette thématique santé, hein, est-ce que tu peux aller nous dire plus sur comment mettre ça en place concrètement sur un territoire comme le nôtre, et surtout quelle est ta vision sur ce vieillissement de la population, sylvo-économie demain, maintien à domicile, EHPAD, comment tu vois ça et comment la tech, hein, si on peut le dire ainsi, permettra d'arriver sur ce territoire durable? Oui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il faut créer du lien. On est unanime à le dire, du lien entre tous les organismes, tous les acteurs, pour organiser, si vous voulez, la santé, mais pas seulement, hein, la biomasse. Le développement durable, c'est ça, en fait. Il n'y a pas d'acteur qui doit être mis de côté. Et aujourd'hui, à travers cette technologie, on permet de créer un lien, mais qui est plus rapide et qui est plus fluide. Donc, aujourd'hui, quand on devait transmettre une information par mail, en papier, coordonner, par exemple, la ville, les structures de soins, la famille d'un patient, c'était compliqué. Donc, le numérique s'impose puisque, du coup, c'est ce qui va créer un tunnel afin de lier toutes ces personnes de façon rapide et sécurisée. Donc, aujourd'hui, notre application, c'est un dispositif médical, il faut le savoir, mais avec un portail vers la ville, puisqu'elle est portée par le ministère de la Santé, pour, par exemple, toucher les CCAS. Car aujourd'hui, le maillage autour de la santé, il est fait. Donc, tous les acteurs sont incorporés dans notre application. On fait retourner une personne de façon sécurisée chez elle avec une ambulance qui sera mobilisée au bon moment, en respectant les préceptes de l'écologie pour essayer d'éviter les plus longs trajets, de mobiliser celle qui sera le plus proche de l'établissement. On va mobiliser l'infirmière qui aura un cabinet qui sera aussi à 12 km de l'habitat du patient. Donc là, tout est OK. Mais on fait retourner un patient au niveau du soin, tout est OK. Mais après, comme on l'expliquait ce matin au salon, on va se rendre compte, par exemple, que le patient ne s'alimente pas. Et il nous manquait le maillage des collectivités et des communes pour justement aller du début à la fin du maillage. On fait rentrer un patient, on le sécurise, mais il faut effectivement que le CCAS, la commune, prenne son rôle et du coup soit dans cette boucle pour faire en sorte que les soins, le bien-être de façon générale, l'alimentation, tout soit sécurisé pour optimiser ce retour à domicile. Donc effectivement, c'est là où l'innovation a toute sa place. Parce qu'aujourd'hui, humainement, on n'aurait pas pu rassembler toutes ces structures avec des papiers et des mails. On voit que c'est très compliqué. Aujourd'hui, effectivement, les équipes font le maximum. Il y a des dispositifs comme à la sécurité sociale, le Prado, qui est très efficient pour permettre cette coordination de retour à domicile. Mais du coup, c'est presque
inhumain de pouvoir vraiment gérer une prise en charge de A à Z sur tout le territoire de façon globale en incorporant la ville, tous les acteurs, les ambulances, tous les acteurs en ville, tous les infirmiers, tous les ambulanciers, enfin tous les acteurs nécessaires. Et du coup, le seul levier, ce serait le numérique pour essayer d'y arriver. Mais en tant que ton application, c'est réservé seulement aux malades parce que moi, j'ai bien aimé avoir un accompagnement comme ça. Je juste réagir par rapport à Jules, on va faire la pause. On m'a déjà signalé 2 fois et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Nous sommes de retour et donc j'avais bloqué Jules. Je te redonne la parole. Non, c'était juste pour dire sur tout ce qu'on dit là me semble super intéressant. Et la question de territoire prend son sens. Mais sur le territoire, il y a des humains. Et mon parcours de vie professionnelle montre qu'aujourd'hui, en responsabilité dans une commune, il y a premièrement la formation des élus. La sensibilisation et la formation des élus, c'est hyper important parce que dans ce que tu as présenté, ça me paraît pertinent et intéressant, mais l'adhésion des élus reste voilà, le premier élément. Mais quand on n'est pas sensibilisé, formé à ces questions-là, et puis il faut alors peut-être aussi il y a un conseil à donner, si je peux dire ça comme ça, c'est peut-être pas employer le mot innovation, dire des choses plus simples pour les élus. Tu dis que l'innovation, ça fait peur. Alors que tous les jours, on innove. On innove tous les jours. Mais Adaptation, souvent, on véhicule les innovations, un concept un peu intelligent. Donc, intello. Intello, donc voilà. Et puis quand on parle de territoire, dans les collectivités, il y a les agents. Et il faut les embarquer dans nos visions, dans nos projets. Voilà. Qu'est-ce que Christophe voulait intervenir? C'était une illustration, voilà, pour que les gens comprennent la Banque des Territoires, comment on a intervenu en appui justement de ce genre, de ce type d'innovation. Nous, on est en amont souvent, et là, pour développer toutes ces réflexions, tous ces outils, ça veut dire quelque part aussi, alors c'est un grand terme, une grande ambition, mais dire que quelque part on a réduit la fracture numérique. Ça veut dire qu'on a déployé du très haut débit, ça veut dire que les gens ils ont accès au mobile, ça veut dire que également donc une fois que la fibre, enfin en tout cas que la liaison est là, ça veut dire aussi que les gens ils savent se servir des outils. Alors, je dépasse le domaine de l'e-santé, c'est pour ça aussi qu'on appuie aujourd'hui, qu'on déploie une quarantaine de conseillers numériques France Service sur le territoire de la Guadeloupe. Voilà, donc cet écosystème, on le crée pour que justement ces sociétés, elles puissent s'aimer, elles puissent travailler sur des territoires finalement qui sont connectés plutôt que dans d'autres pays, soit de la Caraïbe, soit ou ailleurs. Et puis derrière que les gens puissent s'approprier des outils. Voilà. Donc ça, c'est des actions de la Caisse des dépôts, financement du déploiement du très haut débit sur nos îles, par exemple. Une question pour toi avant de passer la parole à Pascal. Tout à l'heure, tu parlais du financement sur du long, voire du très long terme. On a un maire qui est à côté de toi, qui est dans l'urgence permanente. Donc comment concilier cet investissement à long terme et l'urgence du quotidien? Je pense que c'est pas... ça se raccroche. Enfin, c'est pas parce qu'on doit financer demain des projets qui se financent sur du très long terme que c'est pas compatible. Aujourd'hui, j'essaie de prendre des exemples. Alors l'eau, voilà, l'eau, c'est le sujet qui parle en Guadeloupe. Les réseaux d'eau qu'on a chargés au SMGEAG de refaire, on espère qu'ils vont avoir des durées de vie de plusieurs décennies. Donc on ne peut pas les financer sur des schémas classiques, de banques classiques sur 10-15 ans. C'est des durées de vie d'une quarantaine d'années. Donc nous, on est là pour venir financer sur du très long terme. Donc les problématiques de vieux habitants ou d'autres villes ou d'autres collectivités de la Guadeloupe, on est là pour les financer sur les maturités qui conviennent. Ce que je dis un terme savant, ça fait prétentieux devant des gens qui sont bien plus diplômés que moi, mais on essaie d'avoir une congruence entre l'actif et le passif. C'est-à-dire que la durée de vie de la dette, ça soit la durée de vie de l'actif. Et normalement, tout ça s'amortit pas trop mal. Damien, tu voulais dire quoi? Oui, réagir peut-être sur innovation, parce que je pense que c'est très important pour nous de comprendre ce que c'est innovation, parce que c'est pas amélioration. Et ça, je pense que pour
peut-être la grande génération. L'innovation, ce n'est pas non plus dans la science, c'est dans tous les domaines. Donc on peut innover dans tous les domaines. Et par rapport aux agriculteurs, par exemple, planter de nouvelles plantes, de nouveaux fruits, ce n'est pas une innovation. En général, une innovation peut conduire à un brevet. Pour qu'il y ait brevet, pour qu'il y ait protection, il faut qu'il y ait quelque chose qui a été créé. Quelque chose de nouveau en général. Et ce n'est pas lié forcément à la science. Il y a beaucoup de gens qui innovent ici dans le numérique. Guadeloupe Tech innove dans le numérique, par exemple. Et donc, l'innovation, dès le départ, par exemple, dans les plantes, par exemple, nos ancêtres ont beaucoup innové. C'est-à-dire l'innovation est dans le fait qu'on retrouve aujourd'hui certaines recettes, certaines tisanes à fort effet thérapeutique. L'innovation, il y avait la science dès là. Nos ancêtres étaient des scientifiques en réalité. C'est-à-dire qu'ils innovaient déjà dans la science en mélangeant, en testant. Et en fait, globalement, on pourrait penser à l'agriculture comme étant, comme on voit de nouvelles plantes, de nouvelles façons de planter. C'est des améliorations, ça peut contribuer à augmenter la production, à augmenter les profits, mais ce n'est pas en tant que tel une innovation. Une innovation, c'est quelque chose qui peut changer, impacter carrément le territoire. Une seule innovation pourrait nous sortir et nous mettre dans un état économique bien meilleur que celle actuelle, par exemple. Une innovation en agriculture, pour moi, et la biomasse, c'est de la science, de manière générale. C'est de la science, on est dans des molécules, on est en plein dans la chimie, pas que dans la chimie d'ailleurs, dans la biologie. Et innover au niveau de l'agriculture, pour moi, ça passerait d'abord par les agriculteurs, de toutes les façons, la base, comme pour tout, comme pour les bananes ou la canne. De manière générale, les agriculteurs ils sont au début de la chaîne. Mais innover, on a besoin de collaborer. C'est là où l'esprit collaboratif est important. Parce que pour comprendre ce qui se passe en plus après avoir planté, mais quelles sont les richesses de nos plantes, on a besoin de science. Et c'est en utilisant la science, combinée avec le profil de certains agriculteurs qui prennent temps à enrichir la terre, etc., c'est là en fait qu'on arrive à une certaine innovation. Par exemple, pour une banane, planter une banane spécifique dans une terre spécifique peut offrir à la banane des propriétés. Et ça peut être valorisé dans un complément alimentaire, dans un médicament. Là, on a une vraie innovation, on a quelque chose qui peut être breveté parce que ça n'existe pas ailleurs. Et là, ça devient une innovation en fait. Alors là, tu as un discours très intello. Hein. Alors concrètement, donne-moi un exemple concret. Parce que là, tu nous as raconté une innovation concrètement. Parce qu'en fait, on voit qu'on parle de biomasse et de plantes, on a cette image de bananier qui est autour de nous. Et qu'on voit, et parce qu'on mange de la banane, pollo, etc., etc. Alors qu'à l'intérieur aussi de ces choses, on a la mine d'or. Concret. Ben, la mine d'or, c'est que par exemple, je peux prendre l'exemple où on me connaît que j'ai travaillé dessus, c'était l'herbe à pic. On a une plante de chez nous qui est composée d'environ plus de 150 molécules à fort effet thérapeutique, des molécules qui, moi, avec le background en chimie organique que j'ai, je ne pourrais pas, par exemple, les reproduire en moins d'un an dans un laboratoire. Donc là, on a une sorte de richesse. Elle est là, l'or, et c'est de l'utiliser. Alors évidemment, il ne suffisait pas, nos ancêtres n'ont pas utilisé juste pour avoir un anti-inflammatoire ou des propriétés. Non, nos ancêtres ont concocté un cocktail pour qu'on puisse utiliser et maximiser tous les effets en fait, de cette plante. Et ils ne l'ont pas fait juste avec leurs connaissances en agroalimentaire, ils ont fait la connaissance en essayant de soigner des choses, en essayant de tester globalement pour arriver, in fine, à cette formule magique et qu'on puisse aller. Ils avaient avant tout le sens de l'observation. Tout à fait. Et ils avaient aussi, à l'époque, on n'avait pas la pression du résultat, ils avaient aussi le droit d'expérimenter et de se tromper. Et bien sûr. Parce que expérimenter, c'est se donner le droit de faire des pas de côté et de se tromper et de revenir. C'est ça, exactement. Il n'y a pas d'innovation d'ailleurs sans échec, et c'est ce qu'on disait voilà, c'est ça. Au Salon des maires, c'est-à-dire que pour moi, le territoire guadeloupéen, c'est un territoire d'expérience, mais pas forcément lié à l'innovation. Pour qu'il y ait innovation, il faut faut que ce soit possible de rebondir. C'est-à-dire que s'il y a échec, parce qu'innover, c'est tester beaucoup de fois avant d'arriver au Saint Graal. Et donc, pour arriver beaucoup de fois, il faut à un moment donné se tromper. Et si on se trompe, on doit avoir le soutien du gouvernement et de manière générale de la toile guadeloupéenne pour rebondir. Là, on peut parler d'innovation. Pour l'instant, par rapport à la vision que j'ai depuis que je suis revenu, on a des structures qui sont en place, mais certaines d'entre elles sont très très bonnes parce qu'elles ont tout de suite réussi. Pas beaucoup sont revenus et retestés, ont eu la chance de pouvoir revenir dessus. Ce n'est pas une situation qui est commune qu'à la Guadeloupe, évidemment, dans la science, c'est commune aussi à la métropole ou même aux États-unis. Sinon, il y a l'aval. Je pense que là, on est beaucoup sur l'amont, sur la recherche, et comme on parle de territoire durable à horizon 2030, il faut faire de la recherche, évidemment il faut transformer, mais après, moi je vois ces sujets, par exemple l'agro-transformation, derrière ça veut dire qu'il faut aussi quelque part, alors sans rentrer dans des logiques industrielles, on a un peu moins de 400 000, en tout cas si on parle un peu, on revient sur de la logique de souveraineté, on parlait un peu tout à l'heure d'autosuffisance alimentaire, déjà faisons les 400 000 habitants, enfin ou les 380 000 habitants, après on peut rentrer dans des logiques d'exportation, mais ça veut dire aussi qu'il y a toute cette chaîne aval d'agro-transformation, et moi je pense que là aussi il y a
vais pas dire qu'il y a des efforts, mais enfin, voilà, il faut travailler sur ce. Il y a des efforts. Il y a des efforts à faire sur cette agro-transformation. Impactant, je pense que c'est le mot qui est important pour arriver à l'innovation en Guadeloupe, pour que ce soit impactant pour local. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à toucher la population avec une innovation qui serait même scientifiquement de très haut niveau, et ça c'est possible justement en utilisant les agriculteurs, les pêcheurs, etc. Moi, je pense que sur la santé, que sur la question de la biodiversité, que dans le domaine où tu fais de l'innovation, de l'expérimentation, on est dans quelque chose qui se met en place. Alors souvent les gens parlent d'un mot savant, transition, mais moi j'ai envie de plutôt l'employer. Mais on est dans quelque chose où on sent qu'on quitte quelque chose, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. Et on est dedans là. Et je vois bien les jeunes qui sont sur le territoire, les habitants qui viennent me voir. Ça bouge. Hein. Après, la difficulté, c'est que nous-mêmes, on n'a pas toujours la réponse précise à leur apporter. Mais ce que je sens, c'est que les jeunes ont une vraie appétence pour la question de leur environnement, chacun avec leurs mots. Mais il y a une prise de conscience de leur environnement, de leur territoire, du sens qu'ils doivent donner au territoire, sur la question de protéger leur territoire. Ça se met en place là maintenant. Peut-être que la crise Covid a été un accélérateur de prise de conscience de beaucoup de choses, sur la question de la santé, parce que dans ce que tu dis, il y a le parcours de soins, sur la question purement médicale, ça va. C'est plus la dimension sociale, c'est la question de l'isolement. Et en fait, prise en charge holistique, en fait, une prise en charge globale des personnes âgées. Et c'est là où ça devient. Ça veut dire quoi, vraiment holistique? Attends, vous parlez de mot savant. Non, mais global, global. dans son intégralité, en fait. Parce que aujourd'hui, ce qui nous met à défaut, je parle de la prise en charge d'un patient, mais aussi, si on peut dire, de la prise en charge de l'innovation, c'est qu'il y aura certaines briques, certains leviers qui seront actionnés et le reste non. Et en fait, aujourd'hui, il faut vraiment que les élus, que tous les acteurs s'inscrivent dans une vraie démarche d'innovation. Malheureusement, sur ces dernières périodes, on a dû éteindre beaucoup de feux. Et du coup, on n'arrivait pas à poser un discours d'innovation puisque c'était entre deux barrages, entre deux montées de Covid, et du coup, on commençait cette démarche d'innovation. Je ne sais pas si tu as la même impression que moi, Damien. Et du coup, après, on n'osait même pas revenir vers les hautes instances parce qu'on avait l'impression de déranger, parce qu'effectivement, il y avait des feux à éteindre. Et maintenant que... On essaie peut-être qu'elle est fait un petit peu, j'espère, touchant du bois. Vraiment s'inscrire dans cette démarche, et ça revient sur ce que vous disiez, à court terme ou à long terme, c'est important de créer des bases solides. Et en fait, comme monsieur disait, c'est à long terme les projets que porte la banque du territoire, pardon. C'est important parce que les bases seront importantes. Effectivement, aujourd'hui, je viens avec mon projet d'innovation, mais si la moitié des patients n'ont pas la connexion et que les acteurs n'arrivent pas à se loguer pour assurer, c'est vrai que ce serait compliqué. Et c'est vraiment dans ça qu'on est aujourd'hui, l'innovation et le développement durable. Est-ce que la banque du territoire, sur la question d'innovation, la question du risque pour une structure, une start-up, est-ce que, par exemple, s'il y a un financement, la Banque du territoire intègre la dimension risque, la dimension échec, et de recommencer dans le mode de financement? Parce que c'est ça peut-être qu'on devra faire bouger aussi. Ce que je disais, c'est avant qu'on prenne l'antenne, c'est qu'en fait, j'ai pas finalement répondu tout à l'heure à la question. Il y a la Banque du territoire, dans le groupe Caisse des dépôts, et il y a BPI France. BPI France, c'est sa vocation à accompagner les entreprises. Ce que je disais, nous, on est plutôt vocation à accompagner un projet d'entreprise, c'est-à-dire, pour faire comprendre, c'est-à-dire dans l'hôtellerie, quand il se crée, il a besoin d'un fonds de roulement, il a besoin de financer son exploitation. Ça, c'est pas mon job. En l'occurrence, c'est pas le job de mes équipes à la Banque des Territoires. C'est le travail de BPI France. Par contre, financer son investissement immobilier, la boîte, comme je dis souvent, ou quand on est sur une entreprise qui a besoin de locaux, quand on est... ça, c'est le job de la Banque des Territoires. C'est pas pour défausser, ne pas répondre sur l'échec. Après, évidemment, il y a une structure, il y a plutôt des mécaniques subventionnelles à un moment pour accompagner la création. Après, quand on est sur
sur des entreprises, là je continue sur BPI France, quand on est sur des entreprises qui sont un petit peu plus matures, je veux dire, il y a des échecs à un moment dans la globalité, mais là, l'entreprise qui fait de la R&D, elle doit aussi être en capacité dans son exploitation financer de la recherche et puis savoir qu'il y a des pistes qui devront être abandonnées, bien sûr. Tout à l'heure, Jules disait qu'il fallait observer, que les anciens observaient avant de le faire. Et ça me fait passer au biomimétisme. Est-ce que c'est pas quelque chose qui doit revenir dans l'air du temps, voire même se développer plus, Pascal? Je sais que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. On ne sait même pas qui doit revenir, c'est qu'on n'a quasiment pas le choix. On a 4,5 milliards. C'est quoi le biomimétisme? Le biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature. La nature, elle sait faire des choses, elle sait faire plein de choses, elle a plein de choses à nous enseigner. Et on ferait mieux de l'observer et de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on fait partie de cette nature, on est un tout, hein, c'est cette biodiversité. Et elle ne produit pas de déchets. Elle sait faire sans produire des déchets. Donc on ferait mieux de s'inspirer avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on pourrait, qui deviennent de plus en plus accessibles, j'ai envie de dire. Et Damien, avec les travaux qu'il fait, il est j'ai envie de dire, en plein dedans, quoi. C'est s'inspirer de la nature. Et donc pour toi, Damien, la science et développement local, c'est totalement lié. C'est intimement lié. Recherche et développement, s'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de développement. Non, on a la preuve par rapport aux sociétés, pas qu'en Guadeloupe, mais on a aussi beaucoup de preuves de sociétés qui investissent dans la recherche et qui peuvent y arriver. Elle est indispensable parce que si on reprend l'histoire depuis nos ancêtres, ils faisaient de la recherche aussi. Tester, expérimenter, c'est faire de la recherche. Et donc ils étaient déjà dans l'expérimentation et donc c'est comme ça qu'ils innovaient. Je pense que le domaine de la santé, surtout dans la période après Covid, a été intimement lié à notre propre biomasse. Tout le monde a essayé à un moment donné de comprendre quelle était la richesse de nos plantes et comment on pouvait les utiliser. Effectivement, si on colle pas la science à ça, on va faire tout et n'importe quoi. Les plantes sont trop complexes, elles sont composées de trop de molécules pour justement croire qu'on va prendre exactement ce qu'on veut. Là, on a besoin de la science pour aller chercher sélectivement et faire un complément alimentaire ou arriver à faire quelque chose. Donc je pense que le développement, faire briller le territoire, utiliser la science dans tous les domaines, pas seulement la science, mais utiliser l'innovation dans tous les domaines, c'est-à-dire essayer de créer quelque chose qui n'existe pas, essayer d'innover avec un impact local, un impact qui puisse changer la vie de nos compatriotes. Je pense que c'est le challenge est là. Faire une innovation, c'est possible. Faire une innovation en Guadeloupe qui impacte localement, ça, je pense que c'est un des mes plus gros challenges, plus grand que la NASA en tout cas. Voilà. Le biomimétisme, il n'a pas forcément, j'ai l'impression, l'émission s'appelle Territoire d'innovation, mais finalement, le biomimétisme, on n'a pas forcément besoin non plus d'innovation. Enfin, à partir du moment où on respecte ce cycle de la nature et on essaie de se dire, voilà, on revient sur ces... Donc là, j'ai visité des projets d'aquaponie, des fermes expérimentales où en fait, finalement, on essaye de travailler vraiment sur un circuit complet. Sur un écosystème. Et il n'y a pas... et donc là, en termes de déchets, je pense qu'on est quand même pas mal en termes d'optimisation. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'innovation en tant que tel. Enfin, mimer ce que fait la nature, c'est une innovation. D'accord. En mettant en place le protocole, par exemple, globalement, si je vois que la nature n'utilise pas de pesticides et utilise ses propres plantes autour, et même les animaux et même le vivant, pour justement ne pas utiliser de pesticides, et que moi, par exemple, je veux reproduire ça. Je veux reproduire ça dans une serre technologique ou même dans une plantation. Je vais installer des choses qui vont me permettre, en fait, je vais mimer, va être de prendre chaque point et essayer de réadapter ça à plus grande échelle et essayer de construire. Donc là, l'innovation, c'est la construction du procédé. J'étais sur des choses plus basiques, mais voilà. Mais en gros, c'est ça. Damien, c'est un chercheur. C'est vrai que ça part toujours du côté En tout cas, scientifique, ce qui me fait plaisir, c'est que je prends ma casquette purement d'élu, c'est un sujet mais qui sort de Dieu habitants, qui pour moi, c'est un sujet Guadeloupe, sur la question d'attractivité et de faire en sorte que nos jeunes restent au pays. Et quand je t'entends là, voilà, s'il y a une dizaine de matins comme ça, ou bien une vingtaine... Donc tu t'es convaincu alors? Parce que tout à l'heure, tu étais... Non, j'ai sur la question des points de vigilance. J'ai des réserves sur la question de la compréhension quand Damien parle. Comment, quand il parle, il doit embarquer les autres avec lui. C'est ça. Et d'être vigilant, de ne pas décrocher les autres. C'est ça qui est mon point de vigilance. Donc, travail de formation, quand on parle du territoire, quelles sont les actions sur les territoires?
voilà. Et si on veut raccrocher ça aux collectivités, comment quand je parle avec, quand Laetitia parle de son projet, les agents qui sont au CCS, comment ils sont formés, comment on les sensibilise, comment on les fait monter en compétences. Pour que quand vous parlez, parce que vous êtes, voilà, c'est, quand tu parles aussi, vous voulez faire briller la Guadeloupe. Moi, je suis en phase avec ça. Mais c'est comment, quand vous le dites, derrière, on doit accrocher du monde et amener du monde avec nous. Comment toi, Laetitia, tu as sur, comme ils viennent de le dire, une thématique comme la santé, où tu dois mêler, on va dire, des profils extrêmement différents, avec des cultures différentes, et surtout sur un parcours de santé qui doit mobiliser tout le monde. Comment tu as fait cette conduite du changement ? Alors, j'y suis pas encore arrivée complètement, mais effectivement, il faut dire que c'est un vrai combat de tous les jours pour plusieurs raisons. Après, on a toujours été... les projets innovants ont rarement été issus de notre île, malheureusement. Et ce qu'on expliquait encore ce matin, c'est que les forces vives de notre île partaient créer les projets innovants dans d'autres régions. Et du coup, elles émanaient jamais de la Guadeloupe. Donc, quand on voit la Guadeloupe, on ne l'imagine pas comme terre d'innovation. C'est un premier challenge. Le deuxième, effectivement, c'est qu'on a été modelé comme ça et que même les structures étatiques, les porteurs de projets, effectivement, il y a de la bonne volonté, mais c'est un vrai travail. Au début, quand on a présenté, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on a débuté ce projet, et au tout début, quand on a eu l'idée et qu'on a été voir des acteurs, ils nous ont dit... Waouh, ce que vous faites, c'est énorme. On ne sait pas du tout comment vous qualifier. Pour nous, ce serait beaucoup plus simple de passer déjà par quelqu'un qui a fait ça, une industrie, que tout soit maillé, parce qu'on ne voit pas comment vous accompagner dans cette innovation. Donc c'est pour ça que sur le territoire de la Guadeloupe, c'est un vrai combat. Et en fait, aujourd'hui, sur d'autres territoires, on est accompagné sur la métropole et on a malheureusement, enfin, je ne vais pas dire malheureusement, on a les deux casquettes. Du coup, on est une start-up de l'Île-de-France et on est une start-up de la Guadeloupe. Et on a voulu cette transversalité et avec nos acteurs en France, c'est vraiment aussi innovant pour eux parce qu'on tient à garder cette démarche de start-up guadeloupéenne. Mais c'était une vraie lutte en fait en Guadeloupe et on a été obligés finalement, pour essayer de faire avancer quand même cet écosystème de l'innovation, de garder un pied en Guadeloupe mais d'en mettre un autre ailleurs pour essayer de continuer à garder la tête hors de l'eau parce qu'au début, que tout le monde nous dise oui c'est super, ah oui génial votre idée mais on ne sait pas comment vous accompagner. Mais c'est génial, hein, surtout, c'est bien, continuez, mais on ne sait pas comment vous accompagner. Et alors que quand on partait sur d'autres territoires, même, vraiment, j'ai été dans des campagnes en métropole invitée où là... tapis rouge, votre statut, vous allez le mettre dans la ville, rue, machin. Je dis non, mais en fait, on est une entreprise guadeloupéenne. Mais non, parce qu'on peut vous accompagner, mais il faut la mettre, voilà. Donc, c'était un vrai challenge. Et pour répondre à ta question, Kenny, pour faire évoluer l'innovation, c'est vraiment de la résilience parce que je pense que Damien peut le dire, c'est vraiment un combat de tous les jours. On garde ce positionnement et on peut se faire... vulgairement taclé parce que comme je le disais on était dans un salon européen et on a voulu garder cette casquette guadeloupéenne mais du coup on ne savait pas trop comment nous qualifier parce que derrière notre région n'était pas encore prête à être sur ce salon avec nous et du coup on était un peu perdu mais voilà on y est arrivé et demain je sais très bien qu'il y aura un énorme stand région Guadeloupe. Voilà, il y aura un énorme expérimentation en ayant très très peur parce que si on est chaud on ne rebondit pas. En fait, la difficulté de rebondir. Pascal, qu'est-ce que tu voulais dire, Pascal? Vas-y, Pascal. Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis entièrement d'accord qu'il faille bien évidemment former, acculturer les gens. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on a mis en place le dispositif, alors on fait venir une spécialiste, quelqu'un qui a plus de 20 ans, qui est spécialisé, qui a fait de la recherche dans ce domaine, du développement durable stratégique, mais on n'a pas spécialement les compétences ici. Donc on l'a fait venir. Mais on embarque pour accompagner les entreprises 7 ingénieurs, jeunes diplômés de l'université. On intègre des consultants indépendants guadeloupéens en développement durable dans tous les secteurs. On intègre les bailleurs. Donc,
Donc, sont il y a un venus en formation. Il y a un écosystème qui se Il y a crée tout autour. un écosystème, C'est pas juste parce une que sinon, solution ça n'a que pas tu- de sens. Voilà, il faut créer l'écosystème qui va avec. Et la prochaine étape, on espère, c'est pouvoir aussi embarquer nos élus dans leur grande Il y majorité. en a un qui est là. Mais hein. non, mais c'est ça, parce que sinon, on ne peut pas construire un projet de société si on ne parle pas le même langage. C'est ça. Donc, il y en Voilà. a que Donc tu- déjà, l'idée, c'est déjà ça. Je pense que la structure, sans te couper, Kenny, la Vas-y. structure et la proposition est très bien et je pense que ça rejoint un peu tout ce qu'on dit. Parce que si on prend un étudiant de Fouillol, si on prend un agriculteur et si on prend un scientifique ou autre, ou quelqu'un qui soit dans le numérique, là on arrive à quelque chose, on a un cocktail pour aller vers l'innovation. Voilà. Et donc je pense qu'on va y arriver comme ça. Et puis dans les territoires, qui a toujours besoin de financement, c'est d'avoir des lieux pour créer ces conditions-là. Donc il faut Des avoir tiers-lieux. des Voilà. tiers-lieux, Voilà. des coworking, des Et la ville, là. espaces de co-conception, voilà. Donc, Et il a dit qu'il finance. Donc c'est bon. Voilà. C'est bon. C'est acté. Ça fait- Nous arrivons à la fin de l'émission. Ça passe vite, 1 heure. Ça passe très 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 vite. En plus, les échanges sont très intéressants. Un petit tour de table pour le mot de conclusion. On a commencé à droite, on finit à droite. Difficile. Ben, en gros, moi, je pense que à l'image de ce qui se dit sur la table aussi, ça me réjouit toujours comme au Salon des maires parce que je sens qu'il y a l'émulation. Je sens l'énergie. Même de l'autre côté, j'aime beaucoup quand il y a des choses, quand je dois convaincre que quelqu'un, ça veut dire qu'il y a encore ce travail-là à faire pour qu'on aille. Donc, je vois clairement qu'on va dedans, mais je vois où est-ce que sont les difficultés aussi par rapport à cette compréhension qu'on a. Et encore une fois, j'aime beaucoup encore l'idée de M. Létang qui consiste à utiliser en réalité toutes les ressources, mais à différents niveaux, et d'emmener tout le monde dans le même bateau. Et je pense que comme ça, un agriculteur encore, un étudiant à Fouillol et un spécialiste dans son domaine, on a l'innovation comme ça, sûr et certain. Comme ça, on l'a. Merci Damien. Laetitia. Oui, on le voit autour de cette table, la Guadeloupe, terre de talent, l'écosystème est en train d'évoluer, on voit bien qu'il bouge. Et je vais rajouter une petite touche que je suis la seule à porter aujourd'hui. Pour créer du développement durable, il faudra aussi une égalité des genres. Donc la prochaine fois, j'espère qu'il y aura plus de femmes autour de cette Non, table. mais tu avais le charisme pour... Voilà, c'était mon petit mot. Mais tu es unique, je ne peux pas mettre quelqu'un à côté de toi. Bien essayé, Kelly, bien essayé. Merci Damien. Pascal. Non, mais écoutez, moi je voudrais d'abord vous remercier pour ces 2 échanges qui ont été très, 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 très intéressants. Nous sommes optimistes par nature. D'ailleurs, c'est la thématique de la prochaine conférence TEDx qui aura lieu le 15 octobre. Donc on vous donne rendez-vous le 15 octobre parce qu'on va continuer dans ce qu'on sait faire aussi de bien, c'est diffuser des idées qui en vaillent la peine. Donc on vous enverra des invitations pour ça. Et la thématique, c'est optimiste par nature. Voilà, on y Merci. croit. On a bien reçu 15 octobre, c'est ça 15 octobre, absolument. Et Jules. territoire d'innovation, j'aurais mis un S, parce que c'est ce que j'aime dans ce que fait Damien, Laetitia et puis Pascal. Et le manque de territoire, c'est qu'on est... Je suis sur un territoire où, en Côte-Solvant, et souvent, pas Pascal, hein, mais les gens qui sont dans le pôle saléen, en cas, juste habitants. Et donc, ça diffuse le territoire. Et la question d'innovation, et quand Damien parle, il ne parle pas du pôle saléen, il parle de la Guadeloupe, la Laetitia aussi parle de santé, et il parle de tiens, mais en Côte-Solvant, il y a des choses à faire. Donc, je trouve ça intéressant, et que la question d'innovation peut être aussi un excellent facteur pour aplanir les inégalités territoriales. Merci Jules. Christophe. Moi, je suis content parce que ça veut dire qu'il y a des projets, il y a des choses qui ont, enfin des gens et des choses qui vont bouger. Donc, ça veut dire qu'on est prêt. Nous, on est là pour ça. On est là pour les accompagner et vous inviter en cherchant sur Internet. J'ai pas l'adresse exacte, mais ça vous trouverez facilement. Il y a quelques semaines avec mes collègues de l'océan Indien et Pacifique, on avait rassemblé sur Paris et en visio au web des territoires un certain nombre de sachants ou moins sachants, enfin des journalistes, d'acteurs de l'outre-mer pour réfléchir sur la transition écologique et énergétique, opportunités ou menaces pour les outre-mer et la conclusion, même y compris avec les équipes de la DGOM. Enfin voilà, il y avait pas mal de monde. Voilà, on est clairement certain que c'est une opportunité pour les outre-mer et donc pour la Guadeloupe. Donc ça veut dire que tu es très preneur de tout ce qui vient d'être dit ce soir.
Je suis preneur. Très bien. C'est noté. C'est noté. Merci à vous. Merci. Merci. Moi, je vous dis rendez-vous en septembre pour Territoire d'innovation. Bonne soirée. Merci.